Les lumières fluorescentes de l'hôpital St. Mary's bourdonnaient au-dessus de ma tête, alors que je m'asseyais dans la salle d'attente, ma jambe rebondissant nerveusement. C'était juste une autre nuit de mardi à Portland, Oregon. Une de ces soirées froides de novembre où la pluie frappait contre les fenêtres comme des doigts impatients. Je n'étais pas ici pour moi-même, juste accompagnant mon pote Mike, qui s'était foulé la cheville en jouant au basketball. Nous avions plaisanté à propos de sa terrible tentative de lay-up quand tout a changé. Monsieur Carter, Ethan Carter, j'ai levé les yeux pour voir une infirmière se précipiter vers moi. Son visage vidé de couleur, les yeux grands avec quelque chose entre la panique et l'espoir désespéré. Ses blouses avaient de petites taches de sang dessus et elle était légèrement essoufflée. J'avais donné du sang à St. Mary's 2 fois auparavant pendant des collectes communautaires. Alors, mon nom était quelque part dans leur système, mais je ne pouvais pas imaginer pourquoi elle me chercherait maintenant. « C'est moi », j'ai dit, me levant, la confusion m'envahissant. « Nous avons besoin de vous tout de suite. C'est une urgence critique. » Sa voix s'est brisée légèrement et je pouvais voir ses mains trembler. « Vous avez le groupe sanguin AB négatif, correct? » « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a une femme en chirurgie? Césarienne d'urgence. Elle hémorragie gravement. Traumatisme massif d'un accident de voiture. Nous avons complètement épuisé nos réserves de banque de sang de AB négatif. Et les fournisseurs régionaux sont à au moins 90 minutes. » Elle a attrapé mon bras avec une force surprenante, ses doigts s'enfonçant dans ma veste. Vous êtes le seul correspondant AB négatif disponible dans un rayon de 100 miles en ce moment. Elle a peut-être 15-20 minutes restantes. Le bébé aussi. Monsieur, ils vont tous les deux mourir sans vous. Le monde a semblé basculer sur son axe. Le temps a ralenti de cette étrange manière qu'il fait quand la vie vous jette quelque chose de massif. Je n'avais jamais rencontré cette femme, ne connaissais pas son nom, son histoire, à quoi elle ressemblait ou quoi que ce soit à son sujet. Mes 2 vies, une mère et son enfant à naître, pendaient dans la balance. Et apparemment, j'étais leur seule ligne de vie, la seule chose se tenant entre eux et la mort. « Allons-y », j'ai dit sans une seconde d'hésitation. Elle a attrapé ma main et nous avons couru. En fait, couru à travers les couloirs de l'hôpital, ses chaussures d'infirmière couinant sur les sols polis, contournant les procédures normales, les points de contrôle de sécurité, tout. D'autres membres du personnel nous ont vus arriver et se sont immédiatement écartés, leur visage grave. Un docteur nous a rencontrés à mi-chemin, préparant déjà l'équipement, une aiguille scintillant sous les lumières dures. « Nous faisons ça en mouvement », a dit le Dr. Steven, sa mâchoire serrée. Des années de formation médicale, gardant sa voix stable, malgré l'urgence dans ses yeux. « Nous n'avons pas le temps pour les protocoles de dépistage standard. Votre dernière donation était il y a 3 semaines. Selon nos dossiers, vous êtes autorisé et bon pour y aller. Qu'est-ce qui lui est arrivé? » J'ai demandé alors qu'ils inséraient la ligne IF dans mon bras pendant que nous sprintions pratiquement dans un autre couloir. La piqûre de l'aiguille a à peine été enregistrée. J'étais trop concentré sur le chaos organisé autour de moi. Grave accident de voiture il y a environ 40 minutes. Elle est enceinte de 32 semaines. L'impact a causé un décollement placentaire complet. Le placenta s'est séparé de la paroi utérine. Elle perd du sang plus vite que nous ne pouvons le remplacer. Et le bébé est en détresse. Sa voix est tombée plus bas et j'ai vu une douleur authentique traverser son comportement professionnel. Le père, son mari, il n'a pas survécu. Mort sur les lieux à l'impact, elle ne sait pas encore. Ma poitrine s'est serrée si fort que je pouvais à peine respirer. Cette femme ne se battait pas juste pour sa vie et la vie de son bébé. Elle venait de perdre son mari et ne le savait même pas encore. Elle était seule dans le pire moment imaginable. Et elle ne savait même pas à quel point elle était vraiment seule. Nous avons fait irruption à travers les doubles portes de l'aile chirurgicale. À travers la fenêtre d'observation, je pouvais voir un chaos contrôlé.
Au moins 8 personnes se déplaçant avec une urgence exercée, des machines bipant frénétiquement, des moniteurs montrant des nombres que je ne pouvais pas interpréter, mais que je savais être mauvais. Et là, sur la table, sous les lumières chirurgicales brutales, était une femme avec des cheveux auburn éparpillés autour de sa tête. Son visage pâle comme la mort elle-même, du sang presque translucide. Il y avait tant de sang. « Combien pouvez-vous donner ?» a demandé le Dr. Stevens, connectant déjà ma ligne à leur système. J'ai regardé cette femme mourante à travers la vitre, à la désespérance organisée de l'équipe médicale luttant pour la sauver, et j'ai senti quelque chose bouger en moi. Quelque profonde connaissance instinctive que ce moment importait plus que toute autre chose dans ma vie jusqu'à ce point. Tout ce dont elle a besoin, j'ai dit fermement. Prenez tout ce dont vous avez besoin, juste sauvez-les. Ils ont pris 2 unités immédiatement, le sang s'écoulant de mon bras à travers des tubes clairs vers la salle d'opération. Puis ils m'ont gardé dans une salle de récupération juste à côté, surveillant mes signes vitaux au cas où ils auraient besoin de plus. Je me sentais étourdi, faible, mais je ne m'étais jamais senti si pleinement éveillé, si présent. Une infirmière nommée Patricia est restée avec moi, une femme âgée aux yeux gentils et aux mains douces, vérifiant ma tension artérielle toutes les quelques minutes. « Vous avez fait une chose incroyablement courageuse », a-t-elle dit doucement, ajustant mon kémoaïe. La plupart des gens auraient hésité. Comment pourrais-je hésiter? Elle meurt. Le bébé meurt. J'ai fixé les dalles du plafond, les comptant, essayant de rester conscient et alerte. La connaissez-vous? La femme? Patricia a secoué la tête. Non, elle est arrivée en tant que Jane Doe initialement. Ils l'ont identifiée par son sac à main, Emma Richardson. 28 ans. Aucun autre membre de la famille listé comme contact d'urgence sauf son mari. Elle a fait une pause, son expression peinée. Pauvre chose. Elle n'a aucune idée de ce à quoi elle se réveille. Si elle se réveille. Elle se réveillera, j'ai dit avec une certitude que je ne ressentais pas réellement. Elle doit. Les minutes semblaient des heures. J'ai regardé l'horloge sur le mur. Chaque seconde s'écoulant comme une petite éternité. 15 minutes, 20, 30. Chaque fois que la porte s'ouvrait, mon cœur sautait, attendant des nouvelles. Patricia m'a apporté du jus. Des craquelins a continué à me parler pour me garder alerte, mais mon esprit était dans cette salle d'opération avec une femme que je n'avais jamais rencontrée. Puis, après ce qui a semblé une éternité, le Dr. Stevens est apparu dans l'embrasure de la porte. Il était toujours dans sa blouse chirurgicale éclaboussée de sang. Son masque chirurgical tiré autour de son cou. Son visage était épuisé, marqué par le stress. Et pendant un moment terrifiant qui s'est étiré pour toujours, je ne pouvais pas lire son expression. Je me suis préparé pour la pire nouvelle de ma vie à propos de quelqu'un que je ne connaissais même pas. Puis il a souri, fatigué, vidé, mais authentique et réel. Ils sont tous les deux vivants. Sa voix était rauque d'émotion. Bébé-fille, 4 albicissose, prématurée, mais luttant comme une championne absolue. Elle est en usant, intubée. Mais le néonatologiste est optimiste. Il s'est assis lourdement sur la chaise à côté de mon lit, ayant soudain l'air de tous ses 50 et quelques ans. La mère, Emma Richardson, elle est stable. Toujours critique, toujours en danger, mais stable. Nous avons arrêté le saignement. Votre sang, Monsieur Carter. Vous les avez sauvés tous les deux. Sans vous, j'écrirais 2 certificats de décès tout de suite au lieu de vous parler. J'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. Et embarrassant, des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Je ne connaissais même pas ces gens. Mais le soulagement était accablant. Puis-je, ma voix est sortie, puis-je les voir? Peut-être pas maintenant. Mais les bébés en UCIN ont un accès restreint pour l'instant. Famille immédiate seulement. Mais je verrai ce que je peux faire. Emma est en récupération, toujours inconsciente de l'anesthésie et du traumatisme. Elle se réveillera probablement dans quelques heures. Il m'a étudié avec des yeux curieux et fatigués.
Vous prévoyez de revenir demain? J'ai dit sans hésitation. Je serai ici demain. Le Dr. Stevens a hoché la tête lentement. Je m'assurerai que vous êtes autorisé à visiter. C'est inhabituel, mais ce sont des circonstances inhabituelles. Elle va avoir besoin de tout le soutien qu'elle peut obtenir quand elle se réveillera et que nous lui parlerons de son mari. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je continuais à voir ce visage pâle à travers la fenêtre de la salle d'opération. Continuais à penser à une bébé-fille luttant pour sa vie dans un incubateur. Continuais à imaginer Emma se réveillant à la pire nouvelle que n'importe qui pourrait recevoir. Je suis revenu le lendemain matin avec des fleurs, des tournesols, parce que la dame du magasin de cadeaux a dit qu'il représentait l'espoir et le bonheur. Et Dieu savait que cet homme avait besoin des deux. Je me sentais ridicule les portant. Cet étranger apportant des fleurs à un autre étranger, mais il semblait mal de se présenter les mains vides. Le Dr. Stevens m'a rencontré dans le couloir devant la chambre d'Emma, son expression sombre. « Nous lui avons parlé de son mari il y a 1 heure, a-t-il dit doucement. Elle, c'était aussi mauvais que vous vous y attendiez. Nous avons dû la calmer. Elle est plus calme maintenant, mais tient à peine le coup. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Vous ne lui devez rien de plus que ce que vous avez déjà donné. Je suis sûr, j'ai dit, bien que mes mains tremblaient. Il m'a conduite à sa chambre et a ouvert la porte doucement. Emma était éveillée, appuyée contre des oreillers, regardant par la fenêtre le matin gris de Portland. Elle avait l'air fragile, brisée, comme un vent fort pourrait la disperser en morceaux. Ses cheveux auburn étaient emmêlés, son visage pâle, et marqué par les ombres d'un chagrin si frais qu'il était presque insupportable à témoigner. Mais quand elle s'est lentement tournée pour me regarder, ses yeux gris orageux et cerclés de rouge par des heures de pleurs tenaient une telle profondeur de douleur et de gratitude et de confusion que je l'ai ressenti comme un impact physique dans ma poitrine. « Vous êtes lui, elle a chuchoté, sa voix est rauque et détruite, l'étranger qui nous a sauvés. Le docteur m'a dit que vous êtes celui dont le sang. » J'ai fait un pas de plus, me sentant soudainement complètement inadéquat avec mes fleurs de supermarché et mon incapacité à arranger quoi que ce soit de tout cela. Je suis Ethan Carter. J'ai entendu que vous aviez besoin d'aide. J'étais au bon endroit au bon moment. Une larme a coulé sur sa joue, suivie par une autre, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle pleure silencieusement, tout son corps tremblante. Ils m'ont parlé de David, mon mari, qu'il est parti, qu'il est mort instantanément et n'a pas souffert. Comme si ça rendait ça mieux. Sa voix s'est brisée complètement et j'ai failli la perdre aussi. Notre fille, notre Lys. Si vous n'aviez pas été là, je n'aurais rien de plus. Rien. Je n'ai pas pensé, j'ai juste bougé. J'ai posé les fleurs sur la table de chevet et j'ai pris sa main, la main de cet étranger, et cela a semblé la chose la plus naturelle au monde. Ses doigts étaient froids, tremblants, et elle a serré les miens comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui s'était transformé en sable mouvant sous elle. « Hé !» j'ai dit doucement, ma propre voix épaisse, « Vous ne l'avez pas perdue. Elle est ici. Elle est petite et elle se bat. Mais elle est ici. Elle est vivante. » Quel est son nom? Lily, a dit Emma. Et dire le nom de sa fille a semblé lui donner une petite force. Nous allions la nommer Lily Rose. David a choisi Rose parce que sa grand-mère. Elle s'est interrompue, de nouveaux sanglots secouant son corps. J'ai tiré la chaise plus près et je me suis assis, tenant toujours sa main, la laissant pleurer. Que pouvais-je faire d'autre? Il n'y avait pas de mots pour ce genre de douleur, alors je suis juste resté. Cet étranger tenant la main d'un autre étranger pendant que son monde s'effondrait. « Je ne sais pas comment vous remercier, » elle a finalement dit après plusieurs longues minutes, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Vous m'avez tout donné, la vie de ma fille, ma propre vie quand vous ne me connaissiez même pas. Vous n'aviez pas à faire cela.
Oui, j'ai des faits, j'ai dit simplement. Comment pourrais-je ne pas? Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et quelque chose s'est passé entre nous. Pas romantique, c'était trop tôt, trop brut pour ça, mais une connexion, une reconnaissance de quelque chose qu'aucun de nous ne comprenait encore. Un lien forgé dans le sang et le désespoir, et la mince ligne entre la vie et la mort. Puis-je la voir? Elle a demandé. Lily, ils ne me laisseront pas aller à Lucin encore. Je suis encore trop faible. Mais avez-vous? Pas encore, mais je pourrais demander. Peut-être qu'ils me laisseraient prendre quelques photos pour vous. Son visage s'est froissé de gratitude. Voudriez-vous, s'il vous plaît? J'ai visité chaque jour pendant les 2 semaines suivantes pendant qu'Emma se rétablissait. Je me suis dit que c'était juste pour prendre de leurs nouvelles, pour m'assurer qu'ils allaient bien, pour voir la situation jusqu'au bout. Mais la vérité était plus profonde et plus compliquée. Je ne pouvais pas rester loin. Quelque chose s'était accroché à mon cœur ce premier jour, et cela me ramenait à cette chambre d'hôpital encore et encore. Emma était complètement seule. Ses parents étaient morts dans un incendie de maison quand elle avait 19 ans. La famille de David l'a blâmée pour l'accident complètement irrationnellement. Puisqu'un conducteur ivre avait percuté leur voiture, mais le chagrin rend les gens cruels. Ses quelques amis proches étaient dispersés à travers le pays, incapables de tout laisser tomber et de voler à Portland. Alors, je suis intervenu. Je lui ai apporté du café décent du café en bas de la rue au lieu de la boue d'hôpital. Je lui ai apporté des livres quand elle ne pouvait pas dormir. Je me suis assis avec elle à travers les crises de panique, les vagues écrasantes de chagrin, les moments où elle s'effondrait dans sanglots et ne pouvait pas s'arrêter. J'ai tenu sa main et n'ai rien dit parce que pouvais-je dire? Et quand Lily était finalement assez forte pour être tenue, quand les infirmières de l'usine ont finalement laissé Emma faire cette lande, marche douloureuse dans le couloir pour rencontrer sa fille pour la première fois depuis la chirurgie, j'étais là. J'ai regardé de l'embrasure de la porte alors qu'Emma berçait ce tout petit bébé contre sa poitrine, des larmes coulant sur son visage, murmurant des promesses et des excuses et des expressions d'amour féroce et désespéré. Elle a ses yeux, Emma m'a chuchoté plus tard ce jour-là, tenant toujours Lily, incapable de la poser. Les yeux de David bleu vif comme l'océan. C'est le cadeau qu'il m'a laissé, le dernier morceau de lui. Ma gorge était si serrée que je pouvais à peine parler. Elle est belle, Emma. Elle est parfaite et elle a la maman la plus forte du monde. Emma a levé les yeux vers moi, Lily, dormant paisiblement contre sa poitrine. Et son expression était si brute, si vulnérable. Nous sommes tous les deux chanceux, si incroyablement chanceux de vous avoir. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à revenir, pourquoi vous vous souciez, mais je suis si reconnaissante que vous le fassiez. Je ne pourrais pas survivre à cela seul. Vous n'êtes pas seul, j'ai dit, et je le pensais avec tout en moi. Je vous promets que vous n'êtes pas seul. Quelque chose a bougé entre nous à ce moment. Quelque chose de profond et fondamental qui changerait nos deux vies pour toujours. Quand Emma a finalement été libérée 3 semaines après l'accident, je l'ai aidée à déménager dans un appartement plus petit. Elle ne pouvait plus se permettre la maison qu'elle et David avaient achetée. Pas avec son salaire seul. Pas avec les factures médicales s'accumulant malgré l'assurance. J'ai passé un week-end entier à déménager des boîtes, assembler des meubles, sécuriser les prises pour bébé. J'ai assemblé le berceau de Lily à 2 heures du matin parce qu'Emma avait eu une crise complète en essayant de le faire elle-même. Les souvenirs de David l'accablant. Je l'ai trouvée assise sur le sol de la chambre d'enfant, entourée de pièces de berceau et d'instructions, sanglotant si fort qu'elle ne pouvait pas respirer. Il était supposé faire cela, elle a haleté entre des sanglots. Nous avions tout planifié. Il allait installer la chambre d'enfant pendant que je faisais des biscuits. Et nous allions rire à quel point il était mauvais pour suivre les instructions. Et maintenant il est parti et je ne peux même pas assembler un stupide berceau sans m'effondrer. Je me suis assis sur le sol à côté d'elle et l'ai tirée dans mes bras, la laissant pleurer sur mon épaule. C'est bon.
C'est bon de s'effondrer, vous n'avez pas à être forte tout le temps. Mais Lily a besoin que je sois forte. Lily a besoin que vous soyez humaine. Et je suis ici. Laissez-moi aider. Laissez-moi faire cela. Alors, j'ai assemblé le berceau pendant qu'Emma était assise dans la chaise à bascule que David avait achetée, tenant Lily, me regardant travailler. Et quand ce fut fait, quand ce berceau se tenait robuste et sûr dans la douce lueur de la veilleuse, Emma a recommencé à pleurer, mais différemment cette fois. Merci, elle a chuchoté, pour tout, pour être ici quand vous n'avez pas à l'être. Où d'autre serais-je? Quelque part pendant ces mois, les lignes se sont brouillées. J'étais là pour le premier vrai sourire de Lily. Pas des gaz, mais un vrai sourire de reconnaissance quand elle m'a vu. Son premier rire déclenché par moi faisant des grimaces ridicules. La nuit terrifiante où elle a fait une fièvre de 103 et Emma m'a appelé à minuit. Absolument paniqué, et je les ai conduits aux urgences, et j'ai tenu Emma pendant que les médecins examinaient Lily et déclaraient que c'était juste un virus. Je suis tombé amoureux si graduellement que je n'ai même pas remarqué que cela arrivait. C'était dans les moments calmes où Emma s'endormait sur mon épaule pendant les sessions d'alimentation nocturne. Épuisé au-delà de toute mesure quand je la surprenais, me regardant avec quelque chose de plus que de la gratitude, quelque chose de plus doux et plus compliqué. Quand Lily tendait les bras vers moi au lieu d'un jouet, et mon cœur s'ouvrait un peu plus à chaque fois, 6 mois après l'accident, nous étions assis sur le canapé d'Emma tard une nuit. Lily dormait enfin toute la nuit plus régulièrement. Et nous venions de finir de regarder un film, une comédie romantique qu'Emma a pleuré parce que tout la faisait pleurer dernièrement. Je me sens si coupable. Emma a admis soudainement se tournant pour me faire face. Ses yeux gris étaient de nouveau remplis de larmes. David est parti depuis seulement 6 mois. Et Ethan, j'ai des sentiments pour vous. Vrais sentiments. Et je ne sais pas si ça fait de moi une personne terrible ou si c'est juste le chagrin ou la gratitude. Ou Emma, je l'aimais. Elle a dit férocement, presque avec colère. J'aime David tellement. Nous étions supposés vieillir ensemble, élever Lily ensemble, avoir plus d'enfants, construire toute une vie, et il est parti. Et ce n'est pas juste et ça fait mal chaque jour. Mais vous êtes ici et vous avez été ici pour tout. Et vous regardez Lily comme si elle était la vôtre. Et vous me tenez quand je m'effondre. Et je ne sais plus ce que je ressens. J'ai tendu la main et j'ai caressé son visage doucement, essuyant les larmes avec mes pouces. C'est bon d'appeler ça de l'amour, Emma. C'est ce que c'est. Et cela ne diminue pas ce que vous aviez avec David. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Comment pouvez-vous être si sûre? Parce que David vous aimait. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'il vous aimait basé sur tout ce que vous m'avez dit. Et s'il pouvait vous voir maintenant, voir comment vous avez lutté pour Lily, comment vous avez survécu à la pire chose imaginable, comment vous avez continué même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Je pense qu'il voudrait que vous soyez heureuse. Vraiment, elle a chuchoté, la vulnérabilité à vif dans sa voix. L'aime inconditionnellement, Emma. Quand je regarde Lily, je vois la petite fille que j'ai aidé à sauver. Mais je vois aussi votre fille, la fille de David. Et quelque part en chemin, sans que je réalise même que cela arrivait, elle est devenue la mienne aussi. Pas par le sang, je veux dire, techniquement un peu par le sang, mais par choix. Par chaque nuit blanche que j'ai passée ici, par chaque rendez-vous chez le médecin où je vous ai conduit, par chaque moment où j'ai choisi de rester quand j'aurais pu partir. Et moi, sa voix était à peine audible, terrifiée par la réponse. Que voyez-vous quand vous me regardez? Je me suis penché plus près, mon front touchant le sien, sentant son souffle se mélanger au mien. Je vois mon futur. Je vois la femme à côté de qui je veux me réveiller pour le reste de ma vie. Je vois la maman de Lily. Je vois ma meilleure amie. Je vois la personne qui me donne envie d'être meilleure chaque jour. Notre premier baiser était doux, hésitant, goûtant les larmes et l'espoir et les nouveaux débuts. C'était doux et prudent.
conscient du chagrin encore à vif entre nous, respectueux de la mémoire de l'homme qui aurait dû être à ma place. Mais c'était aussi réel et juste et inévitable. 1 an et demi plus tard, la vie s'était transformée en quelque chose de beau. Lily a fait ses premiers pas vers moi pendant qu'Emma riait et pleurait simultanément. Nous sommes devenus une famille de toutes les manières qui comptaient. Un soir de printemps, j'ai ramené Emma à l'hôpital St. Mary's à cette même fenêtre d'observation où je l'avais vue pour la première fois se battre pour sa vie. C'est là que ça a commencé, j'ai dit doucement. C'est là que je vous ai vu pour la première fois. Et quelque chose en moi savait même alors que ma vie était sur le point de changer pour toujours. Je me suis agenouillé, sortant une petite boîte en velours. Je sais que je ne suis pas David. Je n'essayerai jamais de le remplacer ou de l'effacer. Il vous a donné Lily, et c'est un cadeau que j'honorerai pour toujours. Mais Emma, je demande la chance d'être votre mari, d'être le père de Lily, de construire une vie avec vous deux. Oui. Elle m'a tiré vers le haut, me renversant presque, m'embrassant à travers les larmes et les rires. Oui, oui, 1000 fois, oui. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard d'un parfait matin de juin dans une petite chapelle surplombant la rivière Willamette. Alors que je me tenais à l'hôtel regardant Emma marcher vers moi, j'ai pensé à cette nuit de novembre. Comment un voyage aléatoire à l'hôpital m'avait conduit ici? Comment la mort et la vie s'étaient entrelacées pour créer quelque chose d'impossiblement beau? Quand est-ce venu le temps des vœux, la voix d'Emma a tremblé d'émotion. Ethan, le jour où vous avez donné votre sang pour nous sauver, moi et Lily, vous nous avez donné plus que la vie. Vous nous avez donné l'espoir. Vous m'avez appris que l'amour peut fleurir même dans les moments les plus sombres, que les familles ne sont pas juste nées, elles sont construites par des gens qui choisissent de rester, de se battre, d'aimer, même quand c'est difficile. Vous nous avez choisis quand vous n'aviez pas à le faire. Vous êtes le plus grand cadeau que je n'ai jamais su demander. J'ai dû essuyer mes yeux avant de pouvoir parler. Emma, je suis allé à l'hôpital cette nuit-là pour une entorse de la cheville. Au lieu de cela, j'ai trouvé mon but. Vous et Lily, vous êtes mon miracle. Je ne crois plus aux coïncidences. Je crois que j'étais destiné à être là, destiné à vous sauver, destiné à vous aimer. Je promets d'honorer la mémoire de David en étant le meilleur père pour sa fille. Je promets de vous aimer à travers chaque joie et chaque tempête. Il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. Alors que j'embrassais Emma, Lily a laissé échapper un cri ravi, et tout le monde a ri à travers leurs larmes. C'était parfait. 5 ans plus tard, je me tenais dans la chambre de Lily, la bordant dans son lit. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux, les yeux de David, et a souri. « Papa, raconte-moi l'histoire encore. »« Quelle histoire, chérie? Comment vous m'avez sauvé et maman? » Je me suis assis sur le bord de son lit, lui brossant les cheveux en arrière. « Eh bien, c'était une nuit très effrayante. Ta maman avait besoin d'aide et j'étais au bon endroit au bon moment. »« Est-ce que j'ai votre sang en moi? » elle a demandé. « Un petit peu. »« Ouais. » Elle a souri largement. « Alors, nous correspondons comme une famille. » Ma gorge s'est serrée. Exactement comme une famille. Après que Lily se soit endormie, j'ai trouvé Emma dans notre chambre, sa main sur son ventre arrondi où notre fils donnait de forts coups de pied. Elle a levé les yeux vers moi avec ses yeux gris, encore capables de me voler le souffle. « Savez-vous ce que les docteurs m'ont dit? Les chances que vous soyez là à ce moment exact avec le groupe sanguin exact dont j'avais besoin, 1 sur 7 millions. Je l'ai tiré plus près alors. Je suppose que nous sommes tous les deux plutôt sacrément chanceux. » Elle a souri. « Pas de la chance, Ethan. Destin. » Et me tenant là avec ma femme dans mes bras, ma fille dormant paisiblement, et mon fils grandissant à l'intérieur d'elle, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Parfois les étrangers deviennent famille. Parfois la tragédie devient triomphe. Et parfois sauver la vie de quelqu'un d'autre signifie